« 18 janvier 1988, Karine, 14 ans, regagne son domicile situé dans la résidence Cassiopée à Poitiers. Elle est accompagnée d'un ami du collège. Et moins d'une demi-heure plus tard, quand Chantal Bonnet, sa mère, arrive dans l'appartement numéro 15, c'est l'horreur. Elle trouve Karine gisant dans une mare de sang sur le sol de sa chambre. L'autopsie révélera que Karine a été massacrée de 8 coups de couteau. Mais qui a pu commettre un crime aussi atroce? Karine est décrite par les gens qui la connaissent comme une fille populaire qui a beaucoup d'amis et qui a du succès avec les garçons au collège. Qui aurait pu lui en vouloir au point de lui enlever sa vie? Une trentaine d'enquêteurs est en charge de percer le mystère. À la recherche de témoins, ils vont entendre plus de 1000 personnes, dont les 600 élèves du collège Jules Verne. Il n'y a pas de témoins oculaires. Personne n'a rien remarqué d'anormal. Seule la voisine de palier de la famille Bonnet dira avoir entendu Karine rentrer de l'école. Voici son témoignage. Après, hier soir, il était donc aux environs de 17h. Est-ce que vous avez entendu Karine rentrer? Oui, je l'ai entendu ouvrir sa porte. Et après, je n'ai vraiment plus rien entendu. Et avant qu'elle n'entre, vous avez entendu quelque chose ou pas? Non, vraiment pas de voix, rien du tout. Des bruits de pas par terre? Elle qui rentrait, moi j'ai pensé que... Je sais pas si elle était toute seule, mais enfin, j'ai entendu rentrer elle. Et un bruit de serrure, non? Rien de ce genre? Quand elle a ouvert sa porte. Mais avant qu'elle n'arrive, non? Non, vraiment... Comme vous venez de l'entendre, malgré la brutalité du crime, la voisine n'aurait rien entendu de suspect. En tout cas, le tueur a laissé de nombreuses traces derrière lui. Malgré le court laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où Karine a regagné son domicile et le moment où sa mère l'a trouvée morte, l'assassin a eu le temps de commettre son forfait et a même pris le temps de fumer une cigarette sur place. Les enquêteurs ont récupéré le mégot. La police pense que le criminel est parti par les caves, car c'est dans une cave qu'ils vont retrouver l'arme du crime. Sur tout le trajet qu'il a emprunté, il a laissé des traces de sang. Une voisine qui témoigne auprès des médias dira qu'il y avait même du sang jusque dans l'ascenseur. Même si la piste du rôdeur est explorée, vu le chemin qu'il a emprunté pour fuir et le fait que personne n'ait rien remarqué d'anormal, la police pense que l'auteur était familier des lieux. Familier des lieux, ou même de Karine, car aucune trace d'effraction n'est relevée sur la porte. Malgré les éléments qui sont collectés sur la scène de crime, à l'époque la police scientifique n'avait pas les moyens que l'on connaît aujourd'hui, et l'enquête s'enlise, un non-lieu est vite prononcé. Mais la mère de Karine continue à se battre pour que lumière soit faite sur le meurtre de sa fille. Elle distribue des photos de Karine pour pas que Karine tombe dans l'oubli, organise des marches blanches. Et 6 ans après le meurtre, elle demandera l'autorisation à des juges de faire paraître l'affaire dans Témoin numéro 1 de Jacques Pradel. Demande qui lui sera refusée. Aujourd'hui, plus de 33 ans après les faits, l'ignoble personnage qui a osé enlever la vie de cette adolescente innocente court toujours. Puisque vous êtes là, merci de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, je vous attends. Voilà, merci beaucoup et bienvenue au club. Bon, parler de cold case sanglant pour pas qu'il tombe dans l'oubli, c'est bien, mais essayez de comprendre ce qui s'est passé pour éventuellement, avec un peu de chance, faire avancer les choses, c'est encore mieux. C'est pour ça on va passer en revue ensemble quelques points. À commencer, un petit détail, c'est rien,
Cette histoire-là que la mère a été interdite de passer dans témoin numéro 1 de Jacques Pradel, c'est sûrement en réalité pour une raison simple, je pense que c'est pour ça et j'espère que c'est pas pour autre chose. C'est que les enquêteurs ils voulaient pas dévoiler au grand public certains éléments au cas où ils avaient quelqu'un entre les mains et un suspect pour voir ce qu'ils savaient, s'ils pouvaient donner des éléments qui sont connus que du tueur. Voilà, parce que la mère, elle pouvait pas passer chez Jacques Pradel s'il pouvait rien raconter. Ça aurait servi à rien. Ça aurait pu même nuire à l'enquête. En tout cas, dans les médias, à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours très peu d'informations. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur cette affaire. On va quand même voir un peu avec ce qu'on a. Hein. On n'a pas d'informations concernant les suspects qu'ils ont eu entre les mains, les pistes qui ont été suivies. Enfin, c'est vraiment vague, on parle juste de rôdeurs, on ne dit pas par exemple telle ou telle personne a été placée en garde à vue, un voisin, une personne de la famille, toutes ces informations on ne les a pas. En tout cas, la police pense donc que c'est un familier. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les lieux, apparemment. Mais une chose qu'il faut savoir, alors cette source, c'est dans les médias des amis du collège de la petite qui disaient que la petite avait dit être suivie. Alors, est-ce que c'est quelqu'un familier du quartier qui connaissait bien le quartier parce qu'il y vivait, qui le fréquentait, ou est-ce que c'est quelqu'un qui connaissait les lieux parce qu'il avait pris la petite en filature, qu'il avait repéré les lieux? Si c'est ça, si c'est pas une personne qui faisait partie de l'entourage plus ou moins proche de Karine, alors l'entourage plus ou moins proche, ça peut être bien sûr la famille, les amis, ou des gens qui fréquentaient les mêmes lieux qu'elle par exemple. Si c'est rien de tout ça, si c'est quelqu'un qui l'a repéré et qui l'a suivi, qui a fait des repérages sur les lieux, tout ça, mais qui la connaît ni d'Adam ni d'Ève, ça c'est le pire scénario pour l'enquête parce que c'est plus dur à le raccrocher à Karine, à le rallier à la petite. Et ça pourrait expliquer pourquoi ça a tourné au cold case. Si c'est cette hypothèse d'une personne qui ne la connaît pas, qui ne fait pas partie de l'entourage, pourquoi il aurait voulu la suivre? C'est pas pour un motif crapuleux, puisqu'une gamine de 14 ans n'a pas de liquidité. Enfin, elle n'a pas de somme qui pourrait attirer les convoitises. Ça peut être quoi? Ça peut être un mobile sexuel. Alors plus d'informations sur l'autopsie. L'autopsie, il n'y a pas d'hématome, il n'y a pas de traces d'étranglement, etc. Et il n'y a pas de violences sexuelles qui ont été relevées. Il y a eu des traces de lutte dans l'appartement, mais à part les coups de couteau, ils n'ont pas relevé de traces de coups et pas de violences sexuelles. Alors est-ce qu'il y en a eu, mais l'autopsie n'a pas permis de déterminer qu'il y en avait eu, ou est-ce qu'il n'y en a pas eu? Concernant le fait que la porte n'a pas été fracturée, ça c'est facile à comprendre, même si c'est une personne inconnue, ou il a pu, sous la menace d'une arme, menacer Karine juste quand elle allait rentrer chez elle. Il lui a mis un couteau sous la gorge par exemple, et il lui a fait ouvrir la porte. Il lui a dit si tu cries je te tue. Elle n'a pas crié, elle a ouvert la porte, ils sont entrés dans l'appartement, comme le faisait un tueur que vous connaissez qui est Guy Georges. Une fois dedans, la petite, elle comprend que ça va mal tourner, elle décide de se défendre. C'est pour ça qu'il y a des traces de lutte dans l'appartement. L'auteur prend peur, il la tue sans arriver à ses fins. C'est pour ça qu'il n'y a pas de traces d'agression sexuelle. Ou bien sinon, il agresse sexuellement par des attouchements, des choses qu'on ne peut pas relever à l'autopsie. Et après, il la tue. Dans le cas de l'hypothèse de l'agression sexuelle, je pencherai plutôt sur la deuxième solution, parce que si le gars il a eu le temps de fumer une cigarette sur place,
c'est que la lutte n'a pas eu lieu d'entrée. Concernant la cigarette, les policiers, comme je vous ai dit, donc, ont récupéré un mégot, mais apparemment, selon certaines sources, ils auraient aussi récupéré le paquet de cigarettes. Alors est-ce qu'il y avait des empreintes? Ça, on n'a pas d'informations. Une chose est sûre, c'est qu'en 2005, il y a des tests ADN qui ont été faits et qui n'ont rien donné. Est-ce que cet ADN, ils ont réussi à le récupérer, mais pour l'instant, ça a matché personne? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à le récupérer? Est-ce qu'aujourd'hui, il leur reste assez pour pouvoir faire des nouveaux tests au cas où? Parce qu'en 2005, bien sûr, ils ne travaillaient pas comme maintenant. Peut-être qu'en 2005, ils ont fait des analyses où ils ont été obligés de passer tout ce qu'ils avaient, et que maintenant, ils n'ont plus rien. J'espère que c'est pas ça. Sinon, donc, pour rentrer, on a vu par la menace, mais il a pu rentrer aussi tout simplement par la ruse. Se faire passer, je sais pas moi, taper discrètement, dire c'est la police, ou tout simplement rentrer parce que la porte n'était pas fermée à clé. En tout cas, bon, bien sûr, je suis pas là pour accuser qui que ce soit, mais c'est bizarre, ou pas de chance, que la voisine n'ait rien entendu. Parce que vous imaginez bien que 8 coups de couteau et des traces de lutte dans l'appartement, ça a dû être violent. Alors, est-ce que le voisinage n'a rien entendu? Est-ce que le voisinage a entendu quelque chose mais a peur de parler? Est-ce que le voisinage est impliqué? On ne sait pas. Alors évidemment, j'accuse pas la voisine, comme je vous ai dit. Mais bon, il faut un peu explorer toutes les pistes. Concernant l'arme du crime, et ça c'est des détails sûrement justement que les enquêteurs n'avaient pas voulu donner au public à l'époque, pour pouvoir voir si les suspects fabulent ou si c'est vraiment lui l'auteur. Parce que des fois il y a des gens qui s'accusent de meurtre, il y a des fous sur Terre. Mais ils savent rien du tout, et c'est comme ça que les enquêteurs les écartent. Si le gars il dit voilà, c'était tel couteau, je l'ai pris sur place, ou je l'ai mené, il était de telle couleur et blablabla, ça veut dire que c'est lui l'auteur. Tout ce qu'on sait de l'arme du crime, c'est que c'est un couteau de cuisine. Alors est-ce que c'est un taré qui se baladait avec un couteau sur lui, ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a pris justement sur place? On n'en sait rien. La piste du crime sexuel, elle fait sens parce que la petite, elle n'a pas été trouvée n'importe où. Elle n'a pas été trouvée dans le salon, elle n'a pas été trouvée n'importe où, elle a été trouvée dans une chambre. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, qu'un agresseur voulait la violer, l'amener dans la chambre. Après, ça peut être qu'elle a été surprise dans la chambre aussi. Et on va passer à l'hypothèse suivante, toujours sans accuser mais en essayant de comprendre. C'est le jeune qui l'a raccompagné, son collègue. Est-ce qu'il l'a raccompagné jusqu'à l'appartement? Vous allez me dire, oui, mais c'est un enfant et il y a des mégots qui ont été trouvés sur place. Oui, d'accord, il devait avoir l'âge de Karine. Mais il y a des jeunes, ils ont 14 ans, ils fument déjà. Il y en a même, ils fument du shit à 14 ans, hein, vous en voyez, même ils ont 11 ans, ils fument déjà du shit. Donc, ce qui a pu se passer, il rentre tranquille avec Karine, il se fume une cigarette sur place, et ça dégénère après. Et il la tue après. Ce qui expliquerait qu'il part, qu'il laisse le paquet, qu'il laisse le mégot, etc. On n'a pas d'informations sur où le mégot a été retrouvé. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui a laissé un mégot dans le cendrier, ou si c'est quelqu'un qui a laissé le mégot sur une scène de crime qui quittait n'importe où, qu'il a lâché le mégot par terre comme ça, qu'il a écrasé par terre. On n'a pas d'informations à propos de ça. Ils ont dû bien évidemment l'interroger, hein. Mais bon, imaginons qu'il est passé entre les mailles du filet pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce qui a pu se passer? Toujours motif sexuel. Il ramène Karine à son domicile, arrive à la chambre, il essaie de l'entreprendre, ça vire à la bagarre,
il la tue. Ou sinon, tout simplement, pas de motif sexuel, il la raccompagne chez elle normalement en famille, là-bas éclate une dispute et il la tue. Concernant les traces de sang qui ont été retrouvées sur le chemin qu'aurait emprunté l'auteur en s'enfuyant, on n'a pas d'informations non plus. On ne sait pas si c'est des gouttes de sang, on ne sait pas si c'est des traces de sang, on ne sait pas si c'est le sang de Karine ou si c'est le sang de l'auteur. On ne sait pas si c'est des gouttes du sang de Karine qui ont été tombées. Par exemple, s'il avait essuyé du sang avec quelque chose et qu'après il était parti avec des vêtements et que ça a coulé. On ne sait pas si c'est lui qui s'est blessé dans l'attaque et qui a fait couler du sang. Parce que des fois, quand il poignarde les personnes, c'est pas mou. Les tissus, ils sont mous, mais dans la fureur et tout, et même quand il poignarde les gens, ça tape dans les os, là, c'est dur. Alors ça arrive qu'ils se blessent, comme ça, en frappant, ou dans la bagarre, ils se blessent et après ils perdent leur sang sur place. On ne sait pas si c'est le sang de l'auteur sur place, c'est ça qui est... En tout cas, il y a des images que j'ai prises dans les médias où on voit du sang, c'est du sang qui a l'air d'être étalé. Alors c'est peut-être le sang de la victime, sûrement. En plus sur la porte, là si vous regardez bien, c'est dur à voir. Mais il a peut-être poussé la porte, il avait les mains ensanglantées. On dirait du sang qui est étalé. Ou peut-être qu'il avait des gants, mais en tout cas c'est sûrement en refermant la porte qu'il a fait ses marques. Il y a une chose qui me laisse penser que c'est pas lui qui a laissé son sang sur la scène de crime, c'est que si ça avait été ça, il aurait sûrement été attrapé. À moins qu'il ait eu un coup de chance. Pourquoi? Parce que dans les trucs comme ça, la police, ce qu'ils font, ils font le tour des hôpitaux pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé avec des plaies dans les mains, des plaies par arme blanche. Et si ça avait été ça, ils auraient sûrement remonté quelqu'un. À moins qu'il ait eu une blessure et qu'il ne soit pas rendu à l'hôpital. Enfin bon, ça on n'en sait pas plus sur tout ça, bien sûr. Alors, on a vu la piste d'un rôdeur ou d'un inconnu qui suit Karine, qui la tue et qui part par la cave. On a vu la piste du collègue qui monte chez elle, ou une dispute, ou une agression sexuelle arrive, il la tue et il repart donc par la cave puisque l'arme du crime a été retrouvée là-bas. Les traces de sang aussi. Si c'est un des voisins proches ou de la résidence, il a pu donc commettre le crime, descendre en bas pour regagner son bâtiment par les caves sans être vu, si c'est un voisin de la résidence pas proche. Et si c'est un voisin vraiment proche, il s'est retrouvé plein de sang, peut-être qu'il n'a pas pu rentrer chez lui parce que il y avait la famille, il ne voulait pas rentrer chez lui plein de sang, il est descendu à la cave, se remettre un peu en place, se débarrasser de l'arme du crime, et après il est rentré chez lui. Ou pareil, il a voulu faire ça, mais pour brouiller les pistes. Il est parti en bas dans la cave pour mettre l'arme du crime, mettre un peu des traces de partout, mais s'il faut, c'est un voisin proche. Alors on a vu le rôdeur, la piste du collègue, la piste du voisin. Maintenant, on va voir une piste d'un proche. Je me permets de l'évoquer parce que de toute façon, bon, sa mère elle est morte, à Karine, donc elle va pas tomber sur la vidéo. Et c'est pas du tout la piste à laquelle je crois. Mais bon, ça a pu être la piste de la mère aussi qui arrive. Elle se dispute d'un coup pour une raison ou pour une autre. Elle tue Karine. Coup de folie ou n'importe quoi qui peut se passer. Parce que dans l'appartement, il devait y avoir du sang, il devait y avoir des traces de sang. Et si ça avait été la mère de Karine qui avait fait le coup, elle aurait pu justifier qu'il y avait ses marques dans le sang, parce que c'est elle qui a découvert le corps. Le mégot peut-être n'a rien à voir avec le crime, c'était peut-être quelqu'un qui l'avait fumé, un ami à lui ou quoi, qui l'avait fumé, et qui n'a aucun rapport avec le meurtre, ça on ne sait pas. Bon, cette hypothèse, ça c'est moi qui dis ça, j'y crois pas du tout, mais on l'écarte.
La piste d'un proche, elle est intrigante aussi parce que le laps de temps entre l'arrivée de Karine et la découverte du corps est très court. Donc ça peut être un hasard, un meurtrier inconnu qui a agi sur cette fenêtre de temps par chance, qui n'a pas croisé la mer, qui n'a pas croisé de témoins. Ça peut être un voisin qui connaissait les horaires de la famille. Ouais, ça peut être quelqu'un aussi qui avait repéré justement les horaires de la famille, une sadique qui la suivait puisqu'elle avait dit qu'elle se sentait suivie. Et ça peut être aussi un ami de la famille. Il vient par exemple dire je viens voir ta maman. La petite, elle lui ouvre, elle lui dit tu peux rentrer, tu l'attends, elle va arriver. Le louer dans la bergerie et voilà. Piste suivante, toujours la famille mais un peu moins proche. Alors il y a un élément qui est intriguant mais qui peut être facilement explicable aussi. Il y a le beau-frère du compagnon de la mère de Karine qui appelle un journal local tous les ans pour relancer l'affaire. Alors, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a été touché et qui fait ça pour pas que l'enquête elle soit jamais résolue. C'est juste quelqu'un qui fait ça par un bon acte citoyen parce qu'il est touché. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui sait quelque chose. Il veut pas parler directement, il veut pas balancer directement parce que c'est un proche à lui qui a fait le coup. Mais il veut que l'affaire elle soit sur le devant de la scène pour que ça finisse par se diriger vers cette personne. Donc, ce gars-là qui appelle les journaux, c'est le beau-frère du mec de la mère de la victime. C'est un peu tortueux, mais bon, en gros, ma question, c'est est-ce que ce gars, il pense pas ou ne sait pas que c'est le beau-père de Karine qui a fait le coup. Alors, je l'accuse pas, bien évidemment, hein. Mais ça pourrait expliquer que la voisine n'ait entendu que Karine rentrer parce que lui, il aurait pu se trouver déjà sur les lieux. Donc, il se trouve sur les lieux, Karine arrive, il y a dispute ou tentative d'agression sexuelle et il la tue. Et après, quitte les lieux pour dire que lui, il n'était pas là et qu'il a appris plus tard par quelqu'un d'autre le meurtre. Voilà, donc là on a fait un peu le tour des pistes que je pense probables. Vous, si vous avez quelque chose à l'esprit, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à me faire connaître votre hypothèse. Là, on va voir un peu qui il y avait dans la région qui faisait des coups un peu tordus à cette époque. Il y a une personne qui revient, ça risque de vous surprendre, mais bon, si je la cite, c'est qu'il y a un minimum de raison de la citer. Bon, de toute façon, ça va pas être long parce que j'ai essayé un peu de voir des faits divers dans la période entourant le meurtre de Karine. Alors une période assez large, de 5 ans avant, 5 ans après. J'ai cherché des meurtres avec un modus operandi qui se rapproche. J'ai essayé un peu de faire le tour des maniaques qui ont été arrêtés, des agressions qu'il y a eu, tout ça. Et j'ai rien trouvé. J'ai trouvé un meurtre qui aurait pu correspondre, qui correspondait très bien même, où la victime était une jeune fille, bon, légèrement plus vieille que Karine, elle avait 18 ans, c'était une Anglaise. Elle avait été poignardée aussi. Il n'y avait pas eu d'agression sexuelle. C'était dans la région, mais c'était plus vers Angers que vers Poitiers. Et j'ai un doute, parce que il n'y avait pas les dates. Je sais que le meurtrier a été arrêté, mais je ne sais pas s'il avait été arrêté avant ou après le meurtre de Karine. L'Anglaise avait été tuée en 1984. Mais je n'ai pas les dates de son arrestation. Donc,
Ne comptons pas sur ça. Sinon, il y a un autre criminel. Alors je dis pas que c'est le meurtrier de Karine. Je dis que ça mérite d'être cité, voire d'être vérifié. C'est un récidiviste, un ancien violeur en série qui a purgé une peine de prison et qui a tué et violé une jeune fille qui avait quasiment le même âge que Karine en sortant. C'est quelqu'un qu'on risque d'entendre parler dans les prochains mois, voire les prochaines années, parce que c'est un suspect dans une affaire de disparition. C'est François Vergnaud. Alors si vous savez pas qui c'est, allez voir la vidéo que j'ai faite sur lui. Je vous la mettrai là en in-screen à la fin de la vidéo. La vidéo de la disparition dans laquelle il est soupçonné, je vous la mettrai en pinned comment. Enfin, là où il a sévi, dernièrement, là où il a tué la fille, c'était à Nantes. Mais il faut savoir quelque chose, c'est qu'il est originaire du Poitou-Vaughan. Quand il était violeur en série, au début des années 2000, il sévissait à Saintes et à Poitiers. Alors vous allez me dire, s'il sévissait au début des années 2000, quel âge il avait en 88, quand Karine a été tuée? Ben justement, il avait le même âge que Karine. Alors, si on apprend que ce gars, c'est l'ami de l'époque qui a raccompagné Karine, ce serait de la folie totale. C'est peu probable, parce que je pense que les enquêteurs, ils auraient fait déjà le rapprochement, ou que le Salvac aurait fait le rapprochement. Sauf si cette affaire, elle n'est pas rentrée dans le Salvac, etc. Mais bon, même si c'est pas l'ami qui a ramené Karine, ça serait déjà un détail troublant si François Vergnaud il a été au lycée Jules Verne, ou au collège Jules Verne, pardon, où a été Karine. Parce qu'en plus, ce gars il sévissait en appartement et sous la menace d'un couteau. Donc voilà, il y a déjà des éléments qui sont troublants. Voilà, il y a l'âge qui correspond avec la victime, la proximité géographique et le modus operandi peut coller. Alors je trouve que sur des affaires comme ça, des cold cases comme ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'éléments qui soient donnés dans les médias, parce que il peut y avoir des gens qui savent quelque chose et ils pensent que ce qu'ils savent c'est pas important parce qu'il n'y a pas d'éléments. Ils peuvent se dire, par exemple là dans cette affaire, ils peuvent se dire bon, ils disent que le meurtrier connaissait les lieux. Moi, la personne que je connais qui aurait pu faire le coup, que je pense suspect dans cette affaire, ne connaît pas cette cité, donc j'en parle pas à la police. Voilà, ils devraient donner plus d'éléments pour résoudre les affaires. En tout cas, je voudrais m'adresser aux gens qui habitent à Poitiers, surtout à la ZUP Cassiopée, rue des Couronneries. Vous avez peut-être vu quelque chose qui vous paraît anodin, qui vous paraît pas important, mais ne prenez pas votre décision vous-même de savoir si c'était important ou pas. Laissez les enquêteurs savoir si c'est important, parce que l'enquête c'est un puzzle. Vous, ce que vous avez, c'est peut-être anodin pour vous, mais ça peut peut-être être une pièce du puzzle qui est importante pour eux. Donc, même si vous connaissez quelqu'un à l'époque qui était capable de s'attaquer à une jeune fille et tout ça, n'hésitez pas à en parler. Bien évidemment, si vous avez vu quelqu'un sortir de la résidence couvert de sang en 88, c'est même pas la peine de vous préciser que c'est un élément important qu'il faut en parler aussi. Aussi, si c'est quelqu'un de proche, quelqu'un que vous connaissez, que vous voulez pas le balancer parce que c'est un proche,
N'oubliez pas qu'il a massacré une jeune fille de 14 ans qui lui a volé sa vie. Il lui a volé son avenir. Lui, il a eu le temps de vivre depuis 88. Il y a un moment, il faut qu'il paye. La décision est dure à prendre, mais la bonne décision est de parler. C'est la seule décision valable. Pour un meurtre comme ça, vous devez dire ce que vous savez. Vous, les gens qui n'êtes pas de Poitiers, qui n'étaient peut-être même pas nés en 88, qui regardaient des vidéos de true crime, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien sûr, partagez la vidéo. Au passage, vous vous abonnez et vous likez. Parlez de cette affaire autour de vous, voir si ça peut éveiller quelque chose en quelqu'un. Aussi, comme vous l'avez vu, cette affaire, il n'y a quasiment rien dans les médias. Je vous demande de prendre 2 secondes, ça vous prendra 2 secondes. L'émission Non Élucidée, il n'y a pas longtemps, a publié un message sur Facebook demandant au public quelles affaires ils voudraient voir produites dans l'émission. Donc je vais vous mettre en lien leur page Facebook pour que vous leur envoyiez que vous voulez qu'ils fassent une émission sur Karine. Si vous ne le faites pas par bonté, faites-le pour satisfaire votre curiosité morbide, parce que oui, vous feront une belle émission, on va apprendre de nouveaux éléments et ça pourrait permettre de résoudre l'enquête. Donc prenez 2 secondes pour Karine, s'il vous plaît. Chantal Bonnet, sa mère, elle était condamnée. Elle se savait condamnée parce qu'elle était malade. Et avant de mourir, elle a dit, en parlant de Karine, ne l'oubliez pas. Prenez la relève quand je ne serai plus là. De là où ils sont, Karine et sa mère. Montrez-leur que toutes ces années après, il y a encore des gens qui pensent à eux. Merci.